Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En mai 1966, dans un palais de justice américain, Corinne Griffith est en train de divorcer de son quatrième mari. La femme fut l'une des actrices les plus publicisées de l'ère du muet, décrite comme étant l'une des plus belles actrices des années 20. Elle est sur le point de causer tout un émoi puisqu'elle déclare « Je ne suis pas Corinne Griffith. La vraie Corinne Griffith est décédée en 1920. Je ne suis pas Corinne Griffith. La vraie Corinne Griffith. » Si c'est pas la célèbre actrice, qui est cette femme qui depuis plus de 40 ans se fait passer pour elle? Jason Duval avec vous comme toujours pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je suis vraiment très excité par l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai eu un mal de tête en faisant mes recherches, mais littéralement un vrai mal de tête. En 1966, la star du muet, Corinne Griffith, va clamer ne pas être la vraie Corinne Griffith, mais bien sa sœur cadette Augusta. Puis, elle va changer sa version des faits qui, vous allez voir, est digne d'un film dramatique à suspense. Augusta va clamer être la sœur jumelle de Corinne, soit Marie. Une histoire complètement rocambolesque qui a été largement couverte par les médias de l'époque, d'où mes mal de tête, mais aussi d'où mes principales sources pour cet épisode. Parce que à force de lire, de faire des recherches, je me suis vite rendu compte que il y a pas un journal qui dit exactement la même affaire sur les faits. Les journaux de l'époque avaient tous un peu leur propre version de l'histoire originale, supposément originale, à propos de tout ça. Vous devriez voir mes notes. Il y a des flèches, des astérix, des rayures, des gros X, d'autres flèches, bref, un vrai bordel. Histoire qui a eu lieu en pleine procédure de divorce pour Corinne Griffith ou Augusta ou Marie, on sait plus trop. Aujourd'hui, on peut avoir un certain doute sur la véracité de l'histoire de cette femme, supposément ancienne star des années 20 qui clame ne pas être cette actrice à succès. Quand je parle de doute, vous allez comprendre plus précisément plus tard, mais peut-être que Corinne a tout inventé le scandale afin de pas payer de pension à son ex-mari. Ce sera à vous de décider si c'est une histoire sortie de l'imaginaire de Corinne Griffith ou si Corinne Griffith est en réalité l'une de ses sœurs. Il va y avoir plus qu'un épisode sur l'actrice parce qu'il y a plusieurs zones d'ombre autour de sa carrière, de son existence. Ses origines restent assez nébuleuses. Elle serait née officiellement en 1894, mais on l'a dit bien plus jeune parfois dans les journaux. Beaucoup de mystères autour de son arrivée à Hollywood, c'est très flou. J'ai très hâte de vous parler davantage de cette femme très mystérieuse. Avant de vous raconter toute cette affaire de 1966, qui est brièvement Corinne Griffith. À la fin des années 1910, arrive sur les écrans de cinéma un nouveau visage magnifique, celui de Corinne Griffith. La jeune femme est une actrice douée qui sait jouer aussi bien les plus grands drames que les plus folles comédies. Petit détail ici, malheureusement la majorité de ces films sont considérés comme perdus de nos jours. Mais il y a un mais. Plusieurs ont espoir de les retrouver un jour dans les recoins d'une cave de bibliothèque ou dans un entrepôt désert. Elle a le soutien à la fois du public mais aussi des critiques qui l'acclament à chaque sortie de ses films. Dès ses premiers gros succès à l'arrivée des années 20, Corinne sera considérée comme l'une des plus belles actrices de l'ère du muet. Les critiques qui, comme je le disais, sont fans d'elle, vont la mettre en rivalité contre Gloria Svensson, l'une des actrices les plus populaires de son époque. On écrit que Mademoiselle Griffith a peut-être les plus beaux yeux du cinéma et qu'elle a un regard beaucoup plus sympathique que Svensson, chose qui déplaît à cette dernière, vous comprendrez bien pourquoi.
Corinne sera aussi l'une des actrices les plus publicisées de sa génération. On voit son nom en lettres immenses à l'entrée des théâtres, elle est dessinée, peinte en grand format sur des buildings, rien n'est trop beau pour Corinne Griffith. On va même jusqu'à annoncer ses films sur les trains qui sillonnent les États-Unis et même encore une fois sur les avions. En 1929, elle se retrouve prétendante au titre de la meilleure actrice aux Oscars pour sa prestation dans The Divine Lady. En 1932, elle va se retirer brusquement de l'industrie du film. L'actrice apparaîtra que très rarement par la suite dans de petits caméos au cinéma ou encore à la télé. Dans les journaux, on va plus vraiment entendre parler de Corinne Griffith, bien qu'elle reste une personnalité mondaine assez connue d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à cette sombre et bizarre affaire de mai 1966, où le nom de Corinne Griffith revient fracasser la une des médias. Mais avant d'arriver en mai 1966, faut revenir un peu en arrière, en février 65. En ce mois très froid de février 65, l'ex-star du cinéma muet, âgé maintenant de 70 ans, épouse son quatrième mari, un acteur de Broadway, Danny Skoll. L'écart d'âge entre les deux nouveaux époux est de 25 ans, et la presse est beaucoup intriguée par cette union. Dans les journaux, on parle pas seulement de l'écart d'âge impressionnant, mais aussi que Corinne s'est mariée un peu à reculons. Ça y tentait plus vraiment d'épouser l'acteur de Broadway. 2 mois avant le jour J, en décembre 64, Corinne avait demandé l'annulation du mariage, pour une raison qui échappe à la presse et qui semble être totalement inutile à l'époque parce qu'on n'en parle nulle part. La demande d'annulation avait été refusée. Moins d'1 mois après le mariage, l'actrice de 70 ans va demander bien évidemment le divorce. À cette époque, il faut encore une raison pour divorcer, surtout si t'es une femme. Corinne dira que le mariage n'a jamais été consommé et même qu'elle n'a jamais eu de moments intimes avec son mari. On lui accorde le divorce, mais à condition qu'elle verse une pension de 200 $ à Skoll parce qu'il s'est fait opérer à la tête et a besoin de soutien financier. Bon, c'est ici que commencent les contradictions dans la presse. Certains journalistes de New York et de Las Vegas vont écrire que c'est pas 200 $, mais bien 950 $ que devrait verser la femme à chaque mois. Je trouve que c'est une différence là assez importante entre les deux versions. Peu importe le montant que l'actrice devait verser, elle va refuser de le payer. Va s'ensuivre une très longue procédure judiciaire qui va durer plus d'1 an et qui va nous emmener en mai 66. Corinne est rendue à plus de 3400 $ à verser à Skoll, argent qu'elle a toujours refusé de lui remettre parce que, selon elle, son ex-mari n'a pas besoin de son argent pour survivre. J'ai dit 3400 $ considérant que c'est 200, mais ça peut aller jusqu'à 14 500 si on prend le plus haut montant écrit dans la presse. Les journaux sont informés que cette procédure a dépassé le 1 an et on trouve que c'est extrêmement long pour une affaire qui pourrait se régler en un seul claquement de doigts. Il y a sûrement quelque chose qui fait que c'est long. L'obstination de l'un des deux ex-mariés, c'est sûr et certain. C'est qu'écrit les journalistes de l'époque, les quelques journalistes qui couvrent tout ça. Mais en 1966, coup de théâtre, Corinne Griffith déclare devant un magistrat: « Je ne suis pas Corinne Griffith. La vraie Corinne Griffith est décédée en 1920. » C'est le début d'une histoire aussi rocambolesque qu'invraisemblable.
En mai 1966, ça fait déjà plus d'1 an que Corinne Griffith, ex-mégastar de l'ère du muet, est en procédure de divorce avec son 4e mari, Danny Skull. La femme de 70 ans refuse de verser la pension de Skull. Depuis plus d'1 an, quelques journalistes s'intéressent à cette bataille judiciaire qui semble s'éterniser sans aucun rebondissement. Mais en mai 1966, immense coup de théâtre, Corinne Griffith déclare que le mariage ne peut pas être officiel, tout comme ces 2 derniers, parce qu'elle n'est pas Corinne Griffith. La femme déclare qu'elle est en réalité la sœur cadette de Corinne, Augusta. Il en fallait pas plus pour que la mince poignée de journalistes intrigués se transforme en une armée de journalistes curieux et intéressés par cette affaire qui prend soudainement un tournant inattendu. C'est aussi à ce moment-là que je dois vous dire que les mal de tête ont commencé. J'ai essayé de construire un épisode des plus simples, cohérents, clairs et précis, malgré toutes les versions qu'on retrouve dans la presse de l'époque. Je tenais à vous le préciser quand même. Quand la femme déclare qu'elle est en réalité la plus jeune sœur de Corinne, Augusta, elle se met à raconter au magistrat une histoire complètement invraisemblable ou du moins qui semble sortir tout droit d'un film. Augusta affirme qu'en 1920, sa sœur aînée, Corinne, est partie au Mexique tourner quelques scènes de son prochain film. L'actrice part avec Adolph Zukor, cofondateur de la fameuse Paramount Pictures, quelques autres acteurs de second plan et aussi une toute petite équipe technique. Le tournage se passait à la perfection jusqu'à ce que Corinne tombe gravement malade. Elle aurait contracté une mystérieuse maladie locale et en serait décédée. Les médecins américains appelés à son chevet auraient bien tenté de la sauver, mais rien à faire, ils ont jamais trouvé de quel mal elle souffrait. En 1920, Corinne Griffith aurait été âgée de 26 ans si on se fie à sa date de naissance officielle, soit 1894. Mais elle aurait pu avoir aussi 20 ans, 24 ans ou encore 30 ans. Après la mort de son actrice vedette, Adolph Zukor aurait paniqué. On ne peut pas dire que Corinne Griffith est décédée. C'est l'une des plus grandes stars du moment, le public est attaché à elle, l'annonce de son décès causerait presque des suicides à entendre parler Augusta. Zukor apprend alors que Corinne a une jeune sœur cadette, Augusta. En plus, la jeune fille, qui n'a même pas 16 ans, ressemble énormément à sa sœur. Un peu de maquillage et c'est son sosie complet. Le producteur appelle d'urgence Augusta et la presse de venir au Mexique, terminer le film à la place de sa sœur. Il lui garantit alors qu'une fois le film sorti, la mort de Corinne serait annoncée au grand public. Augusta explique que c'est comme ça qu'elle a appris qu'elle avait perdu sa sœur aînée, mais aussi star du grand écran. Elle explique qu'elle a accepté l'offre et qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps pendant le voyage. Une fois le tournage terminé, on enterre anonymement Corinne Griffith à un endroit secret, toujours gardé secret d'ailleurs, et le film sort. On mentionne nulle part le film tourné au Mexique. J'aurais bien aimé vous le dire, c'est celui-là, mais non. En 1920 et 1921, plus d'une dizaine de films avec le nom de Corinne Griffith sortent dans les salles et les synopsis que j'ai trouvés m'indiquent aucune histoire qui pourrait prendre place à un moment ou à un autre au Mexique. Le mystérieux film sort alors en salle et tout le monde n'y voit que du feu. Le public et les critiques acclament la performance de Corinne. Personne n'a remarqué que ce n'est plus la vraie Corinne Griffith à un certain moment. Adolph Zukor rappelle alors Augusta qui pleure toujours la mort de sa sœur aînée et lui propose un contrat de plusieurs millions pour prendre l'identité de sa sœur. Par le fait même, il lui propose de devenir une actrice méga star en reprenant la carrière de Corinne. Sur le coup, pas du tout enchantée par la proposition, mais elle va quand même finir par se laisser tenter par l'argent et accepter. Elle assure son avenir. Augusta Griffin devient alors Corinne Griffith et encore une fois, tout le monde va s'apercevoir de rien. Mais l'industrie du cinéma entière ne va rien constater d'étrange. C'est un secret entre Zukor, quelques intimes des studios et Augusta. Jusqu'en 1932, Augusta, sous l'identité de sa défunte sœur, va tourner dans plus d'une 50aine de films et connaître le succès récoltant
tout l'argent aussi. Mais en 32, elle va se lasser. Le parlant est arrivé, elle n'est pas autant une grande star et le poids de ce secret commence à faire très très lourd. Elle mentionne au producteur qu'elle souhaite arrêter sa carrière et gagner une vie paisible. Mais Zucker va refuser. Une dispute va éclater entre les deux et Augusta va menacer de tout dévoiler aux médias. C'est à ce moment que le producteur aurait accepté qu'elle se retire brusquement du cinéma. À ce moment-là de son récit, en mai 66, on écrit dans les journaux que le juge est exténué. Il n'est pas au bout de ses peines, le pauvre juge. Évidemment, devant une telle histoire, on demande à la femme quel âge elle a réellement. À cette question, à mon avis très légitime et logique, elle va refuser d'y répondre. Tout d'abord, elle explique que sa religion lui interdit de dire son âge et que de toute façon, après plus de 40 ans, à se faire passer pour sa sœur, elle ne sait plus vraiment quel âge elle a. Elle ajoute qu'elle ne s'est jamais mariée à son deuxième et troisième mari, que c'était de faux mariages, mais ne donne pas plus de détails sur ses dires. Là, le juge, il est essoufflé selon le New York Times et je trouve ça extrêmement drôle d'imaginer la scène. Une fois qu'il a retrouvé son souffle, le juge va la questionner sur son premier mariage en 1916. Augusta le coupe et lui explique qu'en 1916, c'est sa sœur qui s'est mariée, la vraie Corinne Griffith. Elle ne peut donc pas en parler avec le juge parce qu'elle ne connaît pas les détails de cette union qui semble s'être terminée avant l'arrivée des années 20. La femme qui se dit être la jeune sœur de Corinne va expliquer qu'en 1920, sa sœur s'est fiancée à Webster Campbell, acteur du muet, mais aussi scénariste et producteur. Campbell, selon Augusta, n'a jamais été informé de la mort de sa fiancée et on a forcé Augusta à l'épouser. Ils vont divorcer quelques années plus tard. Quand on l'interroge sur ses précédentes unions, la femme affirme que c'est très flou parce qu'elle était tellement nerveuse et anxieuse que ses maris découvrent la vérité que sa tête a presque tout oublié de cette époque. Elle affirme aussi qu'elle ne s'est jamais mariée dans les années 40, que c'était une autre Corinne Griffith, une autre femme avec le même nom que sa sœur que les médias ont malencontreusement pris pour la star du muet. Imaginez dans quel état devait être le juge devant une telle histoire aussi invraisemblable. Ce que je viens de vous raconter tient sur une seule journée. Grosse journée au tribunal, vous serez d'accord avec moi, je suis à peu près sûr. Le juge va déclarer qu'il a besoin d'un certain temps de repos afin de penser à toute cette histoire. 2 jours plus tard, l'affaire peut reprendre et le juge a repris son souffle, son mal de tête a sûrement disparu à lui aussi. Pendant cette pause, les journaux ont beaucoup parlé de l'affaire. On peut lire des lettres ouvertes des lecteurs assez comiques. Comme cette dame qui écrit que « Peu importe qui est cette femme, elle est folle, enfermez-la ». J'ai trouvé ça assez comique, c'est très simple comme conclusion. De façon plus sérieuse, les journalistes présents lors du fameux coup de théâtre 2 jours plus tôt, eux expliquent que la femme qui était devant eux avait bel et bien l'air d'une femme de 70 ans et non d'une femme de 50 ans. 50 ans est l'âge approximatif dans la mesure où les 2 sœurs avaient 20 ans d'écart. Peu importe, la femme au tribunal est bel et bien une femme de 70 ans selon les journalistes. Corinne ou Augusta, pendant cette pause, a bien lu ces articles au sujet du scandale qu'elle a provoqué, et elle n'a pas fini de causer des surprises. De retour devant le juge, on annonce que la femme a de nouvelles informations à donner. On la rappelle pour témoigner. Nouveau coup de théâtre. Augusta affirme désormais être la sœur jumelle de Corinne, soit Mary Griffith. Elle explique qu'elle a paniqué 2 jours plus tôt et qu'elle a été incapable de dire sa réelle identité. C'est pour ça qu'elle a affirmé être Augusta, mais elle ajoute que rien ne change à son histoire. Corinne, sa sœur jumelle, est bel et bien décédée au Mexique d'une maladie locale en 1920 et qu'elle a ensuite été appelée par Zucker, qui lui a donné plusieurs millions au fil des années pour se faire passer pour Corinne. On appelle aussi des amis de la supposée actrice qui vont contredire son histoire. Corinne Griffith n'est jamais allée tourner au Mexique, ou du moins ils l'ont jamais entendu parler de ce tournage, ni de ce film qu'on mentionne toujours pas d'ailleurs.
Betty Blitt, actrice du muet elle aussi qui a bien connu Corinne Griffith dès ses débuts à la fin des années 1910, affirme que la femme qui se trouve devant elle est bel et bien la vraie Corinne Griffith. C'est la même femme qu'elle fréquente depuis plus de 40 ans. C'est sa bonne amie de toujours, Coco. Même après les témoignages de son entourage et de la célèbre Betty Blitt, la supposée actrice va continuer à dire qu'elle n'est pas Corinne Griffith, mais bien Marie. Au bout de quelques minutes, le juge va annoncer qu'il quitte le tribunal pour prendre une décision finale. Parce que je vous le rappelle qu'ils sont au tribunal pour une histoire de pension non payée. Pas du tout pour éclaircir cette mystérieuse et peut-être macabre affaire de possible usurpation d'identité et de fraude aussi. À son retour, peut-être parce qu'il voulait pas de suite à tout ce procès, le juge va autoriser Corinne, Augusta ou Marie, ou peu importe qui se retrouve devant lui, à ne pas payer la pension à son ex-mari ou peut-être pas ex-mari. Par contre, il annonce que l'homme aura quand même une compensation et que ses charges d'avocat et tout ce qu'il a déboursé depuis le début, soit depuis décembre 1964, lui sera remboursé. Après le procès, le nom de Corinne Griffith va rester dans les médias. Elle va devenir une autrice reconnue. Qui était vraiment la femme devant le juge en mai 66? Est-ce que c'était la sœur jumelle de l'actrice Marie ou sa sœur cadette Augusta? Est-ce que la vraie Corinne Griffith a inventé toute une histoire pour ne pas payer de pension? Une histoire, encore aujourd'hui, bien mystérieuse. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.